Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynécos où nous avons l'honneur de recevoir le professeur Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Foch et professeur de gynécologie à la fac Simone Veil à Paris. C'est lui et son équipe qui ont permis la première naissance en France d'un enfant grâce à une greffe d'utérus. Donc, bonjour professeur Ayoubi, aujourd'hui on se rencontre à plus d'un an maintenant de la naissance, de la première naissance en France d'un bébé grâce à un utérus greffé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord les principes et les étapes d'une greffe utérine ? Alors, le parcours d'une greffe utérine est assez long parce que tout d'abord, il faut rappeler que c'est un essai thérapeutique et c'est un protocole de recherche. Donc, on a des critères d'inclusion et d'exclusion et on a un déroulement de la recherche qui doit suivre le schéma préétabli. Donc, c'est assez long, ça s'étale sur plus d'un an avec la sélection des patients, des indications. Ensuite, la réalisation des explorations pour être sûr que l'utérus qu'on va greffer est sain. Donc, il faut s'assurer que l'utérus qui va être greffé est sain, qu'il n'y a pas de lésions précancéreuses, qu'il n'y a pas de polypes, de fibromes, qu'il n'y a pas eu d'intervention sur cet utérus. Et ensuite, s'assurer que la patiente qui va recevoir, c'est-à-dire la receveuse, est aussi exempte de toute pathologie qui pourrait mettre en danger sa vie sous traitement immunosuppresseur ou pour l'intervention chirurgicale. Donc, ces examens vont se dérouler sur 6 mois à 1 an. Ensuite, à partir du moment où on s'est assuré que la donneuse et la receveuse présentent tous les critères d'inclusion ou d'exclusion, elles vont passer devant un comité indépendant, un jury, pour être sûr de la motivation, car, in fine, toute cette procédure, tout ce protocole est fait dans un seul objectif, c'est l'obtention d'une grossesse. L'utérus n'est pas un organe vital, c'est un organe qui transmet la vie. Il est indispensable à la vie. Sans l'utérus, il n'y a pas de vie. Mais l'utérus n'est pas vital. Donc, s'il n'y a pas un projet de grossesse, il n'y aura pas de greffe utérine. Le couple passe de façon indépendante et l'une après l'autre devant ce jury qui confirme ou pas. Elles auront 3 mois de réflexion, puis elles vont confirmer. Une fois qu'elles ont confirmé, signé le consentement éclairé après information, on va s'assurer qu'elle a des embryons, parce que on fait une FIV pour obtenir des blastocystes, donc des embryons au 5e jour de vie. Et à partir du moment où on a obtenu les embryons, on peut planifier l'intervention. L'intervention qui a été planifiée a été réalisée ici à Foch le 31 mars 2019, où c'était un dimanche. On avait 2 blocs opératoires concomitants. 3 équipes se sont succédées sur le prélèvement qui a été réalisé par un chirurgien robotique. Ensuite, une fois qu'on a retiré l'utérus, on l'a préparé, on s'est assuré que le vaisseau utérin était perméable. On a préparé ces vaisseaux, ce qu'on appelle les back table. Ensuite, la greffe proprement parlée, l'ensemble d'interventions, de 2 interventions avait duré plus d'une 18 heures, 19 heures, et puis un suivi classique de 2 opérés. Le traitement immunosuppresseur immédiatement et surveillance pendant 1 an, car dans le protocole, le transfert d'embryon doit se faire 1 an après la greffe pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet et pour s'assurer que le traitement immunosuppresseur est bien supporté. Donc, à partir de là, on a prévu le transfert d'embryon le 31 mars 2020, 15 jours après les débuts du confinement pour la première vague de la crise Covid. Donc, on a retardé le transfert
qui s'est fait au mois de juillet. Au premier transfert d'embryon, elle a été enceinte. Et la suite, vous la connaissez. Et donc, globalement, quelles sont les indications? Dans quel cas on a l'autorisation de greffer un utérus à une patiente? Alors, vous posez toujours les bonnes questions. Les indications, c'est très important de revenir sur les indications, car la greffe, la transplantation utérine, elle est conçue, elle a été, je dirais, pensée pour faire face à un défaut de la nature, du développement, et remplacer ou compléter ce qui n'a pas été complété par la nature. Autrement dit, la patiente en question, ce sont des patientes qui naissent sans utérus. C'est le syndrome MRKH, où il y a plusieurs types de MRKH, mais c'est l'agénésie utérine de naissance. C'est une naissance sur 4500 à peu près. Et donc, ces patientes ont un cycle hormonal hypothalamo-hypophyso-ovarien parfait, normal, une folliculogénèse au niveau ovarien normal, ovulation normale, elles ont tout. Le seul problème, c'est que l'utérus ne s'est pas développé, qu'il n'y a pas d'utérus, donc ce qu'on appelle la génésie utérine de naissance. Et c'est pour notre protocole, ce sont les seules indications pour l'instant. C'est la génésie utérine, c'est le syndrome MRKH. Mais d'autres équipes dans le monde ont réalisé déjà des greffes d'utérus sur des patients qui ont perdu l'utérus lors d'une hystérectomie d'hémostase pour hémorragie du postpartum, ou des patientes jeunes qui ont eu un cancer du col à un âge jeune et qui ont eu une hystérectomie. Donc, toutes les indications ensuite peuvent être incluses. Mais nous, dans notre protocole, pour l'instant, on a l'autorisation de réaliser 10 greffes pour des patientes MRKH. Alors après les indications, parce que vous parlez des indications, j'ai vu des patientes, mais c'est des drames humains. L'élargissement des indications ne va pas aller vers le sens, je dirais, des indications acrobatiques. Ils vont aller plutôt dans le sens des patientes qui sont suivies en PMA et qui ont des endomètres, des synéchies, des Asherman, où l'utérus n'est plus fonctionnel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'endomètre. Donc, il est impossible d'obtenir une grossesse chez ces patientes-là. Ce sont des patientes qui ont eu des fausses couches à répétition, plusieurs curetages. Je profite de l'occasion pour mettre en garde tous vos collègues, aussi bien chefs des cliniques, internes que médecins, d'éviter autant se faire que peu les curetages dans les fausses couches ou les aspirations dans les fausses couches et privilégier le traitement médical. Parce que ces femmes, on le reçoit ensuite quand elles ont eu une ou deux ou trois fausses couches avec curetage, ou même les résections de polypes ou les résections de myomes, et on le voit atterrir en PMA avec un endomètre complètement atrophique, avec des synéchies très sévères, où aucune grossesse n'est possible, même si on a des embryons. Donc ces patientes-là pourraient un jour bénéficier d'une greffe utérine dans certains cas, quand on sait qu'il n'y a plus que le muscle utérin. Il faut l'enlever. C'est très intéressant. Et moi, ma dernière question, c'était plutôt après la grossesse sur un utérus greffé, comment elle se déroule? Quels sont les points de vigilance ou les complications possibles? Alors, les grossesses se déroulent comme toutes les autres. On a remarqué une fréquence accrue de prééclampsie et d'hypertension artérielle. Alors, il faut attendre, on n'a pas encore assez de recul pour dire est-ce que c'est la transplantation qui est responsable ou parce que ces patientes présentent souvent des anomalies rénales associées, c'est-à-dire elles ont une agénésie utérine, mais elles ont un rein unique parce qu'il y a une agénésie utérine, une agénésie rénale de l'autre côté. Donc, on ne sait pas si c'est prééclampsie, si ces hypertensions gravidiques sont dues aux particularités rénales de nos patientes
ou parce que à cause de la transplantation, on sait qu'il y a quand même une fréquence accrue de prééclampsie. Le déroulement de la grossesse se déroule comme toutes les autres. La seule chose, c'est que l'accouchement doit se faire par césarienne, parce qu'on ne prendra pas le risque de faire un accouchement normal avec des contractions. Les sutures ne sont pas ne se prêtent pas bien à un accouchement par la voie naturelle. Le col, peut-être la dilatation ne va pas se faire dans des bonnes conditions, et puis la contractilité d'un utérus qui est dénervé complètement parce qu'on a coupé toutes les connexions nerveuses. Donc on va pas sur ce terrain-là, et toutes les naissances ont été obtenues par césarienne, la césarienne qui est une césarienne classique comme toutes les autres, aucune autre différence. La suite, une grossesse ou deux grossesses, selon le protocole, selon les désirs des patientes, mais après la deuxième grossesse, l'hystérectomie est proposée, et même elle est obligatoire dans notre protocole pour ne pas laisser la patiente sous traitement immunosuppresseur trop longtemps et inutilement. Voilà comment actuellement on gère ces patients. L'hystérectomie, elle se fait per césarienne ou à distance du deuxième accouchement? À distance, 3 mois après l'accouchement. C'est parce que vous savez, l'utérus gravide, il a une place, il a un volume important. On laisse les choses rentrer dans l'ordre après la grossesse, après la césarienne, et puis on reviendra 3 mois après pour l'ablation et l'hystérectomie. D'accord. Il y a eu beaucoup de rejets de greffons? Pas tant que ça, parce que d'une part, on essaie de prendre des patientes qui sont assez proches de la donneuse. Deuxièmement, il y a une étude d'histocompatibilité avant la greffe. Donc on essaie de s'assurer qu'il y a pas d'incompatibilité HLA, et ensuite les patientes, les donneuses sont souvent soit la mère, soit la sœur. Quand c'est l'ami, c'est autre chose. Les rejets, bon, il y a un traitement immunosuppresseur assez efficace. Il y a eu quelques cas de rejets, c'est sûr, mais pas tant que ça. Il y a entre 10 et 20% de rejets. Dans certains cas, la modification du traitement peut remettre l'utérus dans le droit chemin, si on peut dire. Moi, je voulais savoir, vous, juste deux petits mots de comment était né le projet. Qu'est-ce qui vous avait motivé à faire ça? FOCH est un centre de prise en charge de transsexuels. Donc, on prend les transsexuels femelle to male. C'est avec Saint-Louis, avec Cochin. Enfin, il y a une RCP transsexuelle, mais c'est FOCH qui coordonne cette RCP. C'est à FOCH que ces patients sont traités. Moi, quand je suis arrivé à FOCH en 2006, pour prendre en main le service, chef de service, et on me on me parle de projet transsexuel à FOCH. Mais on se trouve dans un service où, d'un côté, dans un bloc, on opère des transsexuels, et de l'autre, on opère des MRKH qui n'ont pas de vagin pour faire un néovagin. Et donner cette idée de transplantation d'utérus, d'autant plus que FOCH a une longue tradition dans la transplantation. FOCH est le premier centre de transplantation pulmonaire, c'est un grand centre de transplantation rénale, aussi à partir d'un donneur vivant, transplantation cardiaque, qui sont faites à FOCH. Il y a non seulement une histoire, mais il y a une prise en charge, que ce soit médicale, suppresseur, réanimation, anesthésique, radiologique. C'est un projet d'établissement, ce n'est pas un projet du professeur Jean-Marc Ayoubi. C'est un projet d'équipe, mais c'est un projet d'établissement. Et c'est cette histoire, c'est l'histoire de FOCH plus l'histoire du service qui m'ont poussé à commencer à travailler sur la transplantation utérine. On a travaillé avec l'équipe suédoise très tôt. On s'est rencontrés, on a vu qu'on travaillait sur la même chose. On a beaucoup coopéré, collaboré. On a monté un projet sur l'animal avec l'INRA qui continue toujours. Et puis la chirurgie robotique qui est un peu
point fort du service, puisqu'on a commencé à faire de la chirurgie robotique en 2008, 2009. Et c'est cette chirurgie robotique qu'on a développée à Foch qui nous a permis de réaliser le prélèvement par chirurgie robotique. Ce qu'il faudrait dire en dernier lieu, que ce projet de greffe utérine autour duquel il y avait entre 15 et 20 personnes pendant plus de 15 ans n'était pas fait pour réaliser une prouesse chirurgicale. C'était surtout une dynamique de recherche. On a travaillé sur l'implantation, on a travaillé sur l'amélioration de la perfusion de greffons prélevés, quel que soit l'organe à greffer. On a travaillé sur l'implantation dans toutes ses composantes immunologiques, infectieuses. Nous avons travaillé, on travaille actuellement, il y a une thèse de science qui est consacrée à l'amélioration des techniques de diagnostic de rejet d'organes par des biomarqueurs plutôt que par des biopsies, plutôt que par l'histologie. Actuellement, on est à plus de 26-27 publications sur ces thématiques-là autour de la greffe. Et donc, c'est cette dynamique de recherche qui est intéressante et qui motive l'ensemble de l'équipe impliquée dans ce projet de greffe utérine. C'est un très très beau projet et on est très très impressionnés en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.